Donc en France, en fait, on a 5 espèces d'hirondelles en France et on en a 3 qui sont sur le nord Pas-de-Calais. Donc je vais vous les présenter les 5. Donc on a l'hirondelle de fenêtre. Donc je vais vous faire écouter le cri de l'hirondelle de fenêtre. Donc l'hirondelle de fenêtre, c'est une petite hirondelle qui est pas très grande et qui est répartie dans toute la France. C'est une hirondelle qui a, comme vous pouvez le voir, qui est blanche par-dessous et qui est noire légèrement bleutée sur le dessus. C'est une hirondelle qui est appelée aussi par ici cul-blanc. Et c'est une hirondelle en fait qu'on le retrouve surtout dans les villes. En fait, et c'est une hirondelle qui loge en fait toujours à l'extérieur des bâtiments, qui fait son nid donc surtout au coin. On l'appelle hirondelle de fenêtre parce qu'elle fait son nid en règle générale sur des coins de fenêtres, mais aussi en dessous de chez nous. Et on la trouve donc, comme j'ai dit, en milieu urbain. Donc, je passe à la suivante. L'hirondelle rustique, donc c'est la campagnarde. C'est une hirondelle donc qui, elle, va loger bien sûr en campagne. C'est une hirondelle qu'on va trouver en fait surtout dans les fermes ou dans des garages. Ça peut être dans des garages, sous des porches, etc. C'est une hirondelle qui loge de toute façon à l'intérieur des bâtiments. Donc, je vais vous faire écouter son cri et vous verrez que c'est pas la même chose que l'hirondelle de fenêtre. C'est plus un gros gazouillis. Là, je vais repasser à l'autre hirondelle. Vous allez voir, c'est différent. Là, c'est plus des petits cris. OK? Donc, cette hirondelle rustique, donc on la reconnaît surtout par deux choses, en fait. C'est qu'elle a une gorge qui est orangée, brune, en fait. Et en fait, elle a deux filets. Enfin, je ne sais pas si on peut voir ma souris, mais ici, elle a bien deux filets sur la queue. Donc, elle a une queue longue avec deux filets. Et donc, elle a un ventre blanc aussi. Et sa queue, donc, fourchue, mais voilà. Là-dessus. Donc, on l'appelle aussi, il y en a, les anciens l'appellent l'hirondelle de cheminée. Et moi, où je la trouve le plus, c'est donc dans les fermes, dans les haras et aussi dans les écuries, là où il y a des chevaux. Maintenant, dans les nouveaux bâtiments, en fait, dans les fermes, en fait, maintenant, c'est beaucoup de hangars métalliques. Et donc, il y a plus, les hirondelles de rustiques ne viennent plus dans ces bâtiments. Je passe à la troisième hirondelle donc de notre région, comme on peut voir, c'est l'hirondelle de rivage, donc l'aquatique. Donc là, c'est une hirondelle en fait qu'on va trouver surtout sur les bords des cours d'eau, c'est-à-dire sur les rives. Elle va faire son nid à l'intérieur des rives, aussi sur des carrières de sable, dans des falaises, etc., naturelles. Et elle peut creuser en fait des nids qui font plus 1 mètre à 1,50 m. Donc on la rencontre chez nous, on en a, j'en parlerai tout à l'heure, mais donc c'est une hirondelle qui est plutôt grise avec un ventre blanc et puis son cri. Je vais passer à la suivante. Donc l'hirondelle de rocher. Donc là c'est la montagnarde. Donc c'est une hirondelle en fait qu'on va la retrouver en montagne. C'est qu'on va la trouver aussi bien dans les Alpes que Massif central, Massif pyrénéen. Enfin, on la trouve en Auvergne, on la trouve un peu partout. Et donc elle niche dans les falaises, surtout sur des surplombs effectivement rocheux.
Et voilà, elle est plutôt brune et on la trouve vraiment. Enfin, moi, je l'ai vue plusieurs fois dans les Alpes. Bon, j'ai pas son cri, par contre. Et la dernière, en fait, c'est l'hirondelle rousseline. Donc là, c'est une hirondelle qui ressemble légèrement à l'hirondelle rustique. Pourquoi? Parce qu'elle a la gorge aussi orangée, mais même son cou et sa nuque sont orangés. Elle est plutôt bleutée, mais on la trouve que surtout sur le pourtour méditerranéen. Alors, les martinets. Alors, les martinets, en France, on a trois martinets. Donc, on a le martinet noir qu'on voit partout en France, mais va le voir dans le nord de la France. Le martinet à ventre blanc qui est à droite, là, ici à droite. Et le martinet pâle qui est en fait surtout dans le sud, hein. Ces deux martinets, on les trouve dans le sud. Et alors pour reconnaître en fait un martinet, déjà c'est un oiseau qui vole très vite, un peu comme la rustique, sauf que ses ailes sont en faux, comme vous pouvez le voir. Il a de très très grandes ailes. Et après son cri, le martinet noir. Bon, celui-là, vous avez dû déjà l'entendre, soit par chez nous ou surtout dans le sud, parce que dans le sud, il y en a beaucoup, des martinets. Alors, en fait, pour parler du martinet, c'est un oiseau, en fait, qui a, qui a des pattes, mais des toutes petites pattes de rien du tout, qui sont quasiment collées à son poitrail, on va dire. Et c'est un oiseau qui ne se pose jamais. C'est-à-dire, c'est un oiseau qui peut voler pendant 300 jours sans jamais se poser. Et quand il se pose, en fait, c'est seulement lors de la nidification. C'est-à-dire, la femelle, c'est pour pondre et couver ses œufs. Et puis, le mâle, lui, c'est pour, enfin, quand il va en fait participer soit un peu à la couvaison, mais surtout pour donner à manger à la femelle et pendant qu'elle niche, enfin, et puis ensuite donner à manger en fait aux jeunes. En fait, quand les jeunes seront nés, en fait, les deux parents vont chercher à manger, ils vont ramener à manger. Donc là, ils vont se poser. Donc c'est un oiseau qui peut voler jusqu'à 110 km/h. Quand il rentre dans son habitat, parce qu'il loge dans des anfractuosités de bâtiments ou dans des nichoirs artificiels, il peut rentrer dans son nichoir, enfin on va dire à plus de 70 km/h. Donc c'est très très rapide. Donc il dort en vol, il s'accouple en vol, et quand il dort en vol, en fait, il monte très haut. En général, il monte très haut dans le ciel. Il peut monter jusqu'à 2000 mètres. En fait, le martinet peut monter jusqu'à 3000 mètres, hein. Il peut jusqu'en haut. Il- donc, quand il dort, en fait, on va dire qu'il dort avec un œil fermé. Et il y a un demi-cerveau, en fait, qui dort, quoi, pendant. Et après, il alterne, il ouvre l'autre œil. Et puis, c'est l'autre demi-cerveau qui dort pendant que l'autre, il reste actif. Qu'est-ce que je dois dire encore sur les martinets? Donc, ça peut vivre, ouais, comme j'ai marqué, 21 ans. Euh, hein, euh, voilà, je vais passer au suivant. Donc, les modes de vie des hirondelles et puis des martinets. Donc, les hirondelles, comme juste en ce moment, les hirondelles, elles reviennent de migration. Donc, les hirondelles, elles ont fait au moins 6000 km. Il faut savoir que les hirondelles, elles peuvent arriver, donc elles reviennent d'Afrique. Et elles peuvent monter, elles montent jusqu'à chez nous dans le nord, mais elles montent encore plus haut puisqu'elles peuvent monter dans les pays nordiques et puis aussi, je veux dire, en Russie. Donc, elles ont encore un plus long voyage à faire. Ça peut être entre 8000 et 10 000 kilomètres. Donc, elles reviennent en général toujours à la mi-avril, sauf que cette année, elles sont déjà là parce que on en a vu ici ces jours-ci, donc on est en début avril. Mais c'est vrai que dans le sud de la France, elles arrivent fin mars, hein. Donc, en fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est le mâle qui arrive le premier. Donc, il faut savoir qu'une hirondelle, elle peut faire entre 300 et 350 km par jour.
Donc elle remonte, mais bien sûr, il y a des périodes où elle doit se reposer et tout au moins trouver à manger pour continuer son périple, en fait, pour revenir dans le nord. Donc l'hirondelle, on va dire, vont revenir toujours au même endroit. L'hirondelle, elle va revenir donc quasiment à la même maison et sur les mêmes nids où elle a couvé l'année précédente. Donc, quand elle revient, c'est le mâle qui arrive en général le premier, qui choisit son emplacement. Bon, il chante pour attirer la femelle. La femelle, elle dit oui, je pense ni là, oui, ok. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à soit utiliser un ancien nid, donc le remettre en état, donc c'est-à-dire ils vont le conforter, et ou alors ils vont reconstruire parce qu'avec le mauvais temps et tout, il y a des nids qui se cassent, qui tombent. Donc, les hirondelles, elles vont reconstruire un nid. Euh, et elles peuvent aussi, enfin on verra par la suite, s'il y a des nids artificiels, elles peuvent utiliser des nids artificiels ou alors se servir d'un nid artificiel pour dormir et puis après à côté construire un nid avec de la boue. Donc pour construire le nid, en fait, elles vont utiliser de la boue. Enfin, j'ai pas dit en fait, donc les jeunes d'un an, quoi, qu'ils ont un an, eux, ils suivent les parents. Alors, ils suivent les parents, mais donc ils vont essayer de prendre, d'utiliser les nids qui sont là déjà sur place. Il se peut que les nids, bah déjà, si c'est les parents veulent leur nid, c'est à eux, donc ils vont éjecter les jeunes hirondelles. Donc, soit elles reconstruisent un nid à côté, soit elles partent elles construire à côté, oui. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est si les parents ils meurent, parce que bien sûr, il y a beaucoup de mortalité lors de la migration, puisqu'il y a des prédateurs, il y a des rapaces, etc., qui ils doivent franchir des montagnes, du mauvais temps, etc., des mers, des océans, enfin bref. Et donc, bien sûr, il y en a qui périssent, des hirondelles. Donc, les jeunes, s'ils n'ont plus de parents, ben, soit ils vont essayer de retrouver leur chemin, soit ils peuvent suivre en fait une autre colonie et donc aller ailleurs, quoi. Voilà. Donc, il se peut que des fois, vous avez des hirondelles tous les ans et puis d'un seul coup, vous n'en avez plus parce que soit elles sont mortes, soit les jeunes sont partis ailleurs. Donc, quand elles construisent, alors le nid, je crois que c'est après. Non. Donc, en fait, quand elles construisent leur nid, c'est qu'elles utilisent de la boue et leur salive. Donc, elles font des boulettes et puis elles remontent. Vous verrez des photos ensuite. Elles remontent le nid. Le martinet. Donc, le martinet il vient de beaucoup plus loin, puisque lui, il vient de l'Afrique du Sud, centrale ou du Sud. Donc, lui, il fait plus de 10 000 kilomètres pour venir chez nous. Lui, il va arriver dans les 20 premiers jours d'avril. Oui, effectivement, il va arriver, même, je dirais, fin avril. Euh, Lui aussi, il revient sur son lieu de naissance. Et lui, il va toujours habiter en fait dans les édifices enfin, artificiels, c'est-à-dire toujours dans des bâtiments, donc dans des anfractuosités, etc. Donc sous des toitures. En général, il y a des endroits où ils peuvent en fait loger. Donc là, eux, ils vont pas construire un nid. Ils vont en fait rentrer dans une petite cavité. Et puis c'est là, la femelle, elle va pondre. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ils font pas de nid parce qu'ils peuvent pas s'opposer, hein. Le martinet, c'est un oiseau avec des très grandes ailes par rapport à son corps, et quand il est par terre, il peut plus s'envoler, donc il faut le prendre et le jeter en l'air pour qu'il décolle parce qu'il n'arrive pas ses ailes sont trop grandes par rapport à ses pattes, en fait, parce qu'il est sur le ventre et il peut pas décoller. Et c'est un oiseau aussi, par rapport aux hirondelles, c'est qu'il n'y a pas de fiente. Enfin, si, il y a des fientes, mais lui, il fait ça à l'extérieur et pas sur les bords des nids comme font les hirondelles. Le martinet aussi, son nichoir est tout, enfin, son nid, en fait, il est toujours propre parce que c'est lui qui va faire le ménage. Et les fientes, par exemple, des jeunes martinets, en fait, il va les prendre dans son bec et les mettre à l'extérieur, mais pas le long des fenêtres, etc., comme on voit pour les hirondelles. Bon, et puis donc, les martinets, en fait, ils arrivent donc, on va dire fin avril, ils vont couver au mois de mai.
Juin et juin, les jeunes vont commencer à sortir et puis il va repartir début juillet. En juillet, ils commencent tous à repartir en Afrique. Donc, pour construire le nid d'hirondelle, donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a des types, donc il y a différents types de nids en fait. Soit c'est des nids à base de boue et de salive, c'est ce que je viens de dire, donc comme vous voyez en haut à droite. Soit en fait c'est des cavités qui sont creusées à l'intérieur des berges meubles, comme vous le voyez sur la gauche. En fait, c'est l'hirondelle de rivage en fait qui fait des trous comme ça. Et les hirondelles de rocher, elles vont loger dans la fractuosité enfin on va dire des rochers, etc., dans des creux. Donc, ce qu'il leur faut, c'est tout, enfin, en général, tout au moins pour les rustiques et les hirondelles de fenêtre, c'est de la boue qu'il leur faut, de la paille un peu. Et puis, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'elles font ça à deux, hein, le couple, et il fait son nid, où il répare un nid ancien. Comme on voit sur la droite, vous pouvez voir que les parties basses, en fait, sont brunes, et les parties hautes, en fait, sont plus claires. Donc, ça a été rajouté. Donc, certainement qu'elles étaient de l'année dernière, ça s'est cassé un peu, et puis ils referment le nid, hein. Ce qui peut arriver aussi, c'est que il y a les moineaux, en fait, qui peuvent, utiliser des nids d'hirondelles toute l'année, et puis, en fait, c'est pour ça qu'ils les cassent. En fait, elles font leur nid presque tous les jours, mais pas tous les jours parce qu'il faut qu'elles mangent. Et comme elles ont le bec en fait très sale à cause de la boue, en fait, ben, il faut qu'elles mangent. Donc, et pour manger, il faut avoir un bec propre parce qu'en fait, elles attrapent. Donc, c'est des insectivores et elles vont manger en fait des insectes qui volent en fait. Donc, elles peuvent faire en fait des dizaines voire des centaines de voyages en fait pour transporter les matériaux. Et pour faire un nid, en fait, en général, bon, il faut 3 à 15 jours. En fait, souvent, c'est 2 à 3 semaines pour faire un nid nouveau. Et 3 jours, c'est surtout pour réparer un nid. Donc, voici en fait les nids pour les hirondelles de fenêtre. Donc, comme vous voyez en haut à droite, donc il y a plusieurs couches. Alors aussi, elles peuvent utiliser, elles vont aller chercher de la boue à plusieurs endroits. Et donc, elles font comme vous voyez, ça fait des petites boulettes. Et puis, elles les agglutinent comme ça pour faire leur nid. Euh, À gauche, vous voyez, c'est les nichoirs artificiels, donc ils sont en béton de bois que l'on monte pour des fois les aider à faire leur nid ou pour des compensations, enfin, on en reparlera plus tard. Là-dessus, oui, l'hirondelle, comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut utiliser un nichoir artificiel en fait pour s'en servir pour dormir en fait, mais aussi pour y loger. Donc, ce qu'elle peut faire aussi, c'est reboucher un peu le trou avec de la salive et de la boue, en fait, pour bien fermer son nid. Pour l'hirondelle rustique, le nid, regardez, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est plus une coupe. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve, comme vous voyez en bas, là, dans une grange, en fait. Et c'est toujours à quelques centimètres d'un plafond. Donc une hirondelle de rustique, c'est pour ça qu'on peut pas on la retrouve plus maintenant dans les hangars de ferme qui sont en métal parce elles peuvent plus poser. Alors des fois elles peuvent se mettre sous une poutre, ça peut arriver, mais on en retrouve maintenant beaucoup. C'est comme j'ai dit dans les nichoirs, dans les écuries et les haras en fait où il y a des chevaux parce que là c'est toujours des anciens bâtiments. Là, donc là, je vais vous montrer une vidéo, en fait, construire un nid. Donc, cette vidéo, en fait, elle a été faite, enfin, je l'ai faite avec Aimé Bouchon, qui nous écoute, là, qui fait partie, en fait, de l'association des oiseaux de Nomain, donc AON, à Nomain, là, près de d'Orchy. Je crois, enfin, et il fait ça depuis, je crois, une trentaine d'années où il s'occupe des hirondelles et puis et il fait aussi des animations scolaires dans les écoles de la Pévèle.
Là, la vidéo, elle a été faite en fait avec le département du Nord, enfin avec le service presse du département du Nord. C'est comment construire un nid enfin pour les enfants. Je vous la passe. Il faut au moins 2 mois à 3 mois de séchage lent. L'installation du nid d'hirondelle rustique, idéalement, c'est de le placer au mois de mai dans des étables, dans des abris de bois, toujours au sec évidemment. Bien sûr, les enfants sont très friands de ce genre d'animation. C'est un moyen de les sensibiliser énormément. Un enfant qui fait un nid, quel que soit le nid, il y a toujours beaucoup de questions à côté. Voilà, vous l'avez entendu, ça a marché. Oui, très bien. Il y a Denis qui voulait Alors, intervenir. l'hirondelle de rivage, donc voilà une hirondelle de rivage. Donc, c'est des photos que j'ai prises en fait à Templeuve dans la briqueterie. Donc, c'est une carrière de sable en fait pour fabriquer des briques. Et là, si vous regardez, enfin, si vous arrivez à voir en fait sur la falaise, il y a plein de trous. Moi, je les ai comptés en fait en agrandissant parce que c'est un panoramique que j'ai fait. Il y a 300 trous qui ont été faits. Et là, cette année-là, je crois que c'est à 3 4 ans, il y avait en gros, on va dire, presque 1000 hirondelles qui volaient dans le ciel. Il y en avait vraiment beaucoup. Maintenant, il y en a de moins en moins. Donc, il faut savoir que, en fait, pendant que niche, l'entreprise, en fait, ne travaille plus sur ces côtés de la falaise, en fait, ils attaquent une autre paroi. Et puis l'année d'après, bah, bien sûr, après, quand elles sont parties, bah, là, ils reprennent effectivement le matériau. Et l'année d'après, ben, les hirondelles, quand elles reviennent, elles refont leur nid. Donc, il n'y a pas vraiment de destruction. Elles refont leur nid tranquillement et puis elles ont des jeunes, etc. Mais on a constaté qu'il y en avait beaucoup moins que les autres années. Donc, je passe. Alors, les martinets. Alors, les martinets, là, je ne peux pas vous montrer de photos de nid de martinet parce que d'abord, le martinet, il loge toujours très haut dans les bâtiments, toujours très haut. Et donc là, ce que je vous montre, en fait, c'est des nichoirs artificiels. Donc celui en haut, en fait, c'est des nichoirs en béton qui sont en général vendus en béton de bois, quoi. Enfin bref, qui sont vendus aux bailleurs sociaux ou aux promoteurs quand ils construisent des nouveaux bâtiments, qui peuvent intégrer en fait dans le bâtiment directement avec le matériau de construction pour qu'on ne voit que le trou. Bon, après, ils peuvent être peints ou ils peuvent être adaptés au revêtement qui sera mis sur les bâtiments, quoi. Et en bas, en fait, c'est un autre nichoir qui est posé aussi mais là, c'est un triple. Il y a trois entrées, donc il y a 3 loges dedans, à l'intérieur. Sur, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il n'y a pas de fiente, donc c'est bien, c'est bon à savoir. Voilà. Et à savoir, enfin, là, ça peut être mis dans les bâtiments, mais un nid en fait d'hirondelle ne peut pas être mis dans un bâtiment. Ça peut pas être intégré à un bâtiment, puisqu'en fait, il faut toujours qu'il soit abrité et toujours un nid d'hirondelle doit être à l'extérieur et le nid à l'extérieur. Donc, on ne peut pas mettre de nid à l'extérieur. Sinon, il faut mettre une protection sur le haut pour éviter qu'il soit humide, etc. avec le mauvais temps. Alors, l'élevage des jeunes hirondelles. Donc, une hirondelle, ça peut pondre 3 fois dans l'année, enfin, dans l'année, pendant la période où elle est chez nous.
Donc, elle peut changer de nid entre 2 fois et puis la couvaison, ça dure 2 semaines. Donc, en fait, elle va faire 1 à 3 nichées. Alors ça, c'est comme tous les animaux sauvages ou tous les oiseaux, en fait. Ils vont faire des nichées que s'il y a à manger, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'insectes, ils vont faire qu'une nichée. Donc, il n'y aura qu'une seule ponte. Parce qu'après, de toute façon, s'ils ne peuvent pas nourrir leurs petits, ils vont mourir. Donc, en fait, ils régulent eux-mêmes le nombre de jeunes qu'ils auront, en fait. L'élevage des jeunes, donc ça dure 3 semaines. Donc, ils sont nourris par le père et la mère. Ça prend des insectes, donc on va dire, ça peut être des moustiques, ça peut être du plancton aérien, ça peut être tout ce qui vole, en fait, en gros. Donc, les parents, en fait, ils vont aller attraper en vol des insectes et puis ils vont venir nourrir leurs enfants. Dès qu'ils en ont 3, 4, ils vont venir les nourrir tout de suite. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'allers-retours par heure. Ils peuvent être amenés à faire 300 km par jour, rien que de faire des allers-retours pour attraper les insectes. Et après, quand les jeunes hirondelles, ça, sont sortis, ont commencé à sortir du nid. Donc, quand ça sort du nid, ça réintègre plus le nid. Donc, elles vont aller se poser quelque part. Et comme beaucoup d'oiseaux, je veux dire, les mésanges, c'est la même chose. Enfin, il y a beaucoup d'oiseaux, c'est comme ça. Dès qu'ils sont sortis du nid, ils réintègrent plus le nid. Ils vont soit sur des branches, ou alors là, sur des chéneaux de gouttières. Et c'est les parents qui continuent à les nourrir pendant 2 semaines. Et puis après, ben, ils vont voler et puis ils vont savoir se nourrir eux-mêmes. Ensuite, pour les martinets, là, c'est différent. Donc, les martinets, quand ils viennent chez nous, ils vont faire qu'une seule nichée. Donc, ils peuvent avoir jusqu'à 4 œufs. Et, et donc, ils vont arriver, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va au mois de mai. Ils vont pondre fin avril, début mai. Et tout de suite, la couvaison 22 jours, donc ça fait 3 semaines, quoi. Et ensuite, ils doivent élever les jeunes. Donc, ça va durer une quarantaine de jours. Alors, au départ, ils vont rester dans le nid. Donc là, on voit que un martinet qui est dans un nid d'hirondelle, en fait, qui a dû trouver de la place. Et donc là, le nourrissage est différent. C'est-à-dire, le martinet, lui, il va voler et puis il va attraper des insectes. Et il va se faire en fait des boules, enfin des balles, comme on dit, enfin des boules qu'il va garder dans son gosier. Il peut en faire plusieurs. Et puis il va les emmagasiner comme ça. Donc en fait, il va partir en chasse. Il faut savoir que le martinet, lui, il va monter très haut dans le ciel bon, quand il fait beau, il n'y a aucun souci. Il peut voler très bas comme il peut voler très haut pour trouver, il va trouver des insectes. Et quand il y a du mauvais temps, en fait, ben là, il va monter très haut dans le ciel, il peut monter jusqu'à 3000 mètres. Et de là, quand il est en fait au-dessus des nuages, il va s'apercevoir, en fait, il va y avoir un horizon qui est beaucoup plus dégagé. Il va voir là où il n'y a pas de nuages, parce qu'il faut savoir que quand on monte comme ça en altitude, quand on est à 100 mètres d'altitude, ben, en fait, l'horizon qu'on a, c'est 35 km. Et quand on est à 2 km, donc à 2000 mètres d'altitude, l'horizon, en fait, on le voit à 160 km. Donc le martinet, lui, il va avoir une bonne vision de la périphérie et il va voir là où il y a des trous, où il y a du soleil qui passe et il va aller là, à cet endroit-là pour aller chercher de la nourriture. Parce qu'il sait qu'il pleut pas, qu'il y aura des insectes et qu'il va y faire chaud et qu'il va trouver ce qu'il veut. Euh, il faut savoir aussi, enfin, je sais pas, j'ai pas dit tout à l'heure, mais le martinet, en fait, c'est un oiseau quand il y a du mauvais temps. Il va, mettons des gros orages, etc., comme il vole tout le temps, lui, il va s'échapper, il va partir, il peut partir très loin. Donc, il va monter très haut et il peut partir jusqu'à 100, 150 km du lieu où il a son nid. Donc, le problème, c'est que si ça dure très longtemps, ben, il peut y avoir des problèmes de nourriture pour les jeunes, parce que pendant ce temps-là, les jeunes, ils vont pas être alimentés. Donc, en un jour, en fait, un couple, il peut ramener jusqu'à 20 000 insectes avec du plancton aérien, etc.
Et donc là, la couvaison, enfin, quand ils vont nourrir, ça risque de durer un moment. Alors, quand on veut repérer en fait un recensement de martinets, c'est très compliqué parce que d'abord, le martinet vole très vite. Il peut rentrer dans son nid à 70 km/h. Les martinets, vous les voyez tourner, donc déjà pour essayer de voir où il loge, en fait, c'est début juin, en fait. Il faut regarder dès que les jeunes sont nés. Parce que là, et regardez souvent le soir, parce qu'il part la journée pour chasser. Et le soir, donc, il va revenir pour donner à manger. Et là, il faut être observateur et regarder où il va en fait pénétrer. Et après, pour le voir sortir, c'est toujours très compliqué. Donc, on se dit, tiens, il est rentré dans cet immeuble ou dans cette maison. Et puis, on se dit, bah, c'est à cet endroit-là. Donc, moi, j'ai déjà pu observer deux, trois fois rentrer. Mais après, voir où est le trou exactement, même aux jumelles, c'est assez difficile parce que des fois, il lui faut un tout petit trou, hein. Et il rentre là-dedans très vite. Je veux dire, c'est comme si vous avez des nichoirs à mésange, c'est la même chose, hein. Ça rentre très vite et ça ressort très vite du trou d'entrée du nichoir. La migration, donc après, ben, la migration, quand elles vont repartir en Afrique, les hirondelles, donc elles vont toutes se regrouper. Donc ça, c'est ce que vous voyez souvent sur les fils électriques, où vous avez des fois des centaines d'hirondelles qui se regroupent. Et là, elles sont prêtes en fait à repartir en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'elles font avant de partir? C'est qu'elles vont se nourrir beaucoup, bien sûr, pour faire le chemin inverse. Et puis, elles vont donc surtout au niveau des étangs et des mares, etc., pour recueillir en fait beaucoup d'insectes. Alors donc, elles vont partir, comme voilà, c'est noté dans l'Afrique subsaharienne. Mais voilà. Donc, je vais passer aux martinets. Donc, les martinets, eux, ils vont plutôt dans le sud de l'Afrique. Donc, c'est que dès que les jeunes sont sortis du nid pendant quelques temps, ils vont en fait, avec leurs parents, ben, faire du voler, hein. Et c'est là où vous les voyez ensemble, où ils font des acrobaties pas possibles, avec des cris qui n'arrêtent pas de crier. Et ensuite, eux aussi doivent manger pour partir dans le sud. Donc là, maintenant, je vais parler en fait donc des menaces qui pèsent sur ces oiseaux en fait. Donc en fait, ben, c'est la disparition de l'habitat, bien sûr. Pourquoi? Parce que bon, donc c'est des oiseaux qui logent, enfin qui logent chez les humains, on va dire quelque part. Donc les maisons, les immeubles, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les fermes, par exemple, souvent sont rachetées. Et là, il y a des travaux de façade qui sont refaits, des travaux aussi des granges sont récupérées pour faire des pièces pour la maison. Donc, tout est fermé. Donc, les hirondelles rustiques ne peuvent plus rentrer dans les hangars puisque tout est fermé. Et les hirondelles de fenêtre, eh ben, on fait tout en sorte pour elles peuvent plus s'accrocher sur les fenêtres. Donc, les rénovations d'habitation. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire, on va remplacer des fenêtres où il y avait de la brique et puis du bois, on va mettre en fait des fenêtres j'ai perdu le nom là, je sais plus, en plastique, PVC. je sais plus. PVC. Comment? PVC. En PVC, voilà, excusez-moi. Après, on détruit des bâtiments aussi, et on construit des nouveaux bâtiments, une nouvelle maison où là, il y a pas de possibilité du tout pour ces oiseaux de nicher. Ensuite, il y a aussi les zones humides qu'il y en a de moins en moins. Donc, alors que c'est une source importante de nourriture, et puis c'est là où ils font des haltes migratoires. Et puis, c'est les sources de boue, en fait, qu'on ne trouve plus. Donc, après, il y a aussi les pratiques culturelles, en fait. Donc, en fait, ben, depuis plusieurs dizaines d'années, c'est qu'on veut produire plus, on veut produire plus vite, on veut, en fait, utiliser des produits phytosanitaires pour éviter les dégradations enfin, de ce qu'on plante. On enlève les haies pour gagner encore du terrain et puis on utilise beaucoup d'insecticides. Donc,
Donc, l'hirondelle et le martinet, en fait, ce sont des insectivores. Donc, s'il n'y a pas d'insectes, eh ben, ils ne peuvent pas se nourrir, soit ils meurent, ou alors ils ne peuvent pas faire de jeunes. Donc, c'est pour ça qu'en fait, elles disparaissent. Les insecticides, enfin, moi, ce que j'ai toujours remarqué, c'est qu'un champ bio, enfin, quand vous savez qu'il y a un champ bio, quand en fait vous avez des hirondelles en fait qui volent au-dessus de ce champ, vous dites qu'il y a des insectes, donc le champ il doit être bio, donc ce qui est cultivé, c'est du bio. Donc, alors pourquoi on détruit les nids? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça salit. Donc, en fait, il y a les fientes, hein, tout au moins pour les hirondelles, puisque les martinets, il n'y en aura pas. Et c'est pas toléré sur les nouvelles constructions. Il y a des travaux de réfection de façade et de fenêtres, donc du PVC. Donc, il y a des solutions qui existent qu'on va voir par la suite. Donc, à savoir que ces oiseaux, enfin, comme presque tous les oiseaux, sont protégés. Donc, on n'a pas le droit, en fait, de porter atteinte aux individus, c'est-à-dire on n'a pas le droit de tuer des hirondelles, de leur nid interdit de les détruire, même en hiver. C'est-à-dire, quand il y a un nid, il doit rester en gros à vie. Ensuite, on peut avoir des amendes. Alors, c'est les nids et les œufs, hein, je n'ai pas dit, mais c'est pareil, détruire des œufs d'oiseaux, c'est la même chose. Les amendes, ça peut aller jusqu'à 150 000 euros et 3 ans de prison. Et enfin, les déranger aussi, c'est pareil. Par exemple, pour les autres oiseaux, c'est tailler les haies à partir du 1er avril, ben ça devrait être interdit. Enfin, c'est recommandé de ne pas le faire pour les particuliers, mais normalement pour les administrations, etc., c'est interdit. Enfin, pour les professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, les nids, pour empêcher les salissures, ben, on essaye de mettre des planchettes antifiantes qu'on peut poser en dessous des nids. Donc, quand on construit une maison, ben, mettre du crépi, etc., pour que la boue qui sera posée par les hirondelles, ça tienne. Et pour les martinets, bah, laisser des ouvertures dans des granges ou des garages. Enfin, là, enfin, pour les martinets, pour les hirondelles rustiques, c'est pareil, laisser les granges. Laisser des fois, un tout petit trou 10 sur 10, ça suffit pour que l'hirondelle puisse passer, hein. Faire attention aussi, c'est s'il y a des poutres, qu'il n'y a pas les chocs qui peuvent monter sur les poutres pour détruire les nids. Et on peut poser en fait des nichoirs artificiels, comme on en voit un là dessous. Donc, quand il y a des ravalements de façade à faire, des réfections de toiture, etc., ben, on doit garder les nids. Si on est obligé de les enlever, en fait, donc là, il faut passer par des demandes de dérogation à l'ADREAL. Donc ça, la LPO, ben, elle aide à faire ces dossiers. Donc, en fait, c'est des demandes qui sont adressées à la DGTM. On envoie donc des dossiers à remplir, il y a des documents officiels à remplir, et après, 2, 3 mois après, on reçoit une autorisation ou non. Et là, en fait, on peut compenser avec des nichoirs. Normalement, pour un nichoir, un nid détruit, il faut 2 nids. C'est 2 nids à compenser, donc 2 nids artificiels. Avant de continuer à montrer des exemples, je vous passe. Voilà. On a donc un réseau SOS Faune Sauvage qui existe, hein, vous connaissez certainement, donc où le numéro de téléphone là est adressé. En faisant le 1, on a le Pas-de-Calais, en faisant le 2, on a le Nord ou inversement. Donc pour les hirondelles et martinets, donc s'il y a des oiseaux qui tombent à terre en fait, donc il faut les ramasser. S'il est blessé, ben, on appelle SOS Faune Sauvage. Donc si c'est une jeune hirondelle, donc c'est relativement facile de remettre dans un nid. Donc, mais ne mettre pas dans n'importe quel nid, hein. Bien sûr, il faut regarder si les jeunes, faut vérifier dans les nids, et on peut reposer la jeune hirondelle dans un nid. S'il est émancipé, etc., ben, il faut le mettre sur un fil, c'est-à-dire ses parents vont continuer à lui donner à manger. Si c'est un martinet, alors là, il faut appeler l'LPO parce qu'aller remettre un martinet euh, dans un nid, c'est quasiment pas possible, sauf si le nichoir, en fait, le nid, par contre, est à 4-5 mètres où on a une échelle assez haute. Et sur les grands bâtiments, c'est difficile, c'est pas possible, en fait.
Et si le martinet tombe à terre, en fait, comme je dis tout à l'heure, il suffit de le prendre des fois dans les mains et d'essayer de le lancer vers le haut. Il va s'envoler tout seul, hein. Comme j'ai dit, pour ses ailes qui sont très longues, en fait, euh, il faut le relancer vers le haut. S'il part pas, ben, il faut appeler le réseau SOS Faune Sauvage. Alors pour les autres oiseaux, c'est la même chose. Pour les rapaces, enfin surtout, enfin moi je connais surtout les rapaces nocturnes. C'est pareil, s'il y a un jeune, enfin là j'en parle, mais un rapace nocturne, donc une chouette ou un hibou, parce qu'en général c'est la même chose, ils sortent du nid, donc ils vont plus réintégrer le nid. Donc il tombe à terre, ben, il faut le ramasser parce qu'après il peut être mangé, attrapé par un renard ou un chat. Et c'est le reposer sur des branches ou enfin, sur quelque chose en hauteur. Pas très haut, hein, c'est pas la peine. À hauteur d'homme, ça suffit. Et les parents vont continuer à venir lui donner en fait à manger. Sinon, c'est pas possible. On appelle le réseau SOS Faune Sauvage. Donc je continue. Là, je vais montrer en fait quelques actions qu'on a faites depuis. Enfin, je vais pas tout montrer parce il y en a beaucoup, mais quelques exemples. Enfin, donc voilà, là, c'est ce que je disais sur la protection. Donc l'hirondelle enfin, l'hirondelle et le martinet, hein, sont protégés depuis 1976. Donc la LPO, en fait, elle peut accompagner les propriétaires d'habitation en cas de salissure. Donc ça, c'est tout bête, c'est leur dire de mettre des tablettes, nichoirs, soit ils les achètent ou ils les font eux-mêmes, quoi. Avec un morceau de bois et puis deux équerres, ça suffit. Après, s'il y a des travaux de rénovation ou destruction de bâtiments, donc là, on accompagne le propriétaire dans les démarches. Donc c'est ce que j'ai dit, l'ADREA et les DTM. Donc pour compenser la destruction de nids. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec des particuliers, mais aussi beaucoup avec des promoteurs ou des promoteurs ou des, j'ai un trou, enfin bref. Et ensuite, on dépose des plaintes quand il y a des destructions. Donc, on a des personnes qui s'occupent de ça. Donc, c'est médiation faune sauvage, en fait, et qui peut porter plainte avec l'OFB. Donc, donc, voici en fait quelques exemples de choses qui ont été montées, enfin qui ont été faites par les bénévoles et aussi salariés. Donc, en fait, on peut installer des tours à hirondelles. Alors, quand je dis des tours à hirondelles, les tours à hirondelles, pour l'instant, on n'a pas beaucoup, enfin, il y en a eu quelques-unes qui ont été montées, mais on n'a pas encore de retour pour valider que ça fonctionne. Bon, moi, je l'ai vu fonctionner, je vais le montrer après, je ne sais plus quel patelin. Donc, on en a mis, on va dire, à Anzin, on va dire avec la LP Honor, parce qu'en fait, c'est pas nous qui la montons. En fait, c'est une entreprise en France qui fait que ça. Mais c'est bien de passer par nous pour les monter. Donc, bon, il faut savoir qu'une tour à hirondelle, déjà, ça coûte très cher. Ça peut coûter entre 8 et 14 000 euros. Pour monter une tour à hirondelle, il faut qu'il y ait des hirondelles sur là où on va poser la tour. Pourquoi on pose des tours à hirondelles? C'est souvent, ça peut être dans des EHPAD ou, enfin, comme je l'ai mis dernièrement, c'est la caserne militaire de Douai, le quartier Corvino, en fait, où là, en fait, les hirondelles logent, enfin, comme dans les EHPAD, en fait, il y a des volets roulants. Donc, les volets, en fait, font tomber, en fait, quand ils lèvent les volets où ils les ferment, ça fait tomber les nids d'hirondelles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on implante une tour à hirondelles vraiment à proximité, très proche, avec des nids artificiels, et on diffuse en fait des cris d'hirondelles. C'est le système de repasse qu'on appelle ça, qu'on doit diffuser en général de 8-9 heures, enfin de 9 heures à 17 heures tous les jours d'avril, on va dire, dès que les hirondelles arrivent, jusque septembre, quoi. Enfin, août, septembre, enfin août, c'est peut-être plus la peine, et voilà. Et donc, ça va les attirer et elles vont loger dans ces nichoirs artificiels. Donc, il y en a une qui a été posée à l'EHPAD d'Anon, mais je sais pas si elle a fonctionné correctement. Il y en a une à la caserne militaire de Douai qui a été posée donc en septembre 2021. Sauf qu'en 2022, en fait, les militaires en fait qui s'occupaient de ça, il a eu bon un problème de santé et donc il avait refilé en fait les informations, enfin les consignes à appliquer et ça n'a pas été fait correctement. Donc en fait, ça n'a pas fonctionné.
Donc cette année, il m'a écrit comme quoi, enfin, il allait mieux, donc cette année, il va faire le nécessaire. Donc là, voici celle de la caserne militaire de Douai. Donc là, elle est à une petite centaine de mètres du, euh, de là où il y avait les nids d'hirondelles. Donc il faut savoir qu'il y a quand même en bas, dans le bas, vous voyez, en fait, il y a un socle de béton, un gros socle de béton qu'il faut faire couler pour tenir la tour. Et donc ici au milieu, il y a un petit mécanisme en fait pour empêcher les chats ou d'autres animaux sauvages de grimper sur la tour. Donc il y a 32 nichoirs à hirondelles. Là, c'est celle de Saint-Rémy-du-Bois. Alors celle-là, dans le Pas-de-Calais, celle-là, elle fonctionne. Je suis allé la voir, je l'ai filmée. Alors, on a du mal à voir parce que c'était filmé avec mon. On voit une hirondelle, là, je ne sais pas si vous voyez, qui vient donner à manger à ses jeunes. Mhm. Et là, il y a la repasse qui fonctionne, hein. Je l'ai écouté et ça marche bien. Donc, ça doit marcher. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors après, ce qu'on fait, voilà aussi, c'est par exemple donc avec les promoteurs immobiliers. Donc là, c'est dès la construction en fait des bâtiments. En fait, on intègre des nichoirs. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des nichoirs qui ont été posés pour des moineaux, des rouges-queues, des chauves-souris, des rouges-gorges et des hirondelles de fenêtre. Mais là-bas, j'ai pas participé. J'espère là on voit une flèche où c'est noté. Je ne sais pas s'ils ont été protégés, s'ils fonctionnent cela. Enfin, ça a été fait avant que j'arrive à la LPO, donc je ne sais pas. Et à gauche, en fait, vous avez fait des briques creuses qui sont mis pour que les insectes puissent s'y loger. Là, c'est un autre endroit aussi où en fait on a mis là entouré en jaune, en fait, ce sont des nichoirs à martinets, donc ils sont intégrés et qui sont en couleur brique. Vous voyez, donc comme ça, en façade de loin, en fait, on les voit, vous voyez en bas là, on les voit pas trop, ça dénature pas trop le mur en fait. Ici, c'est l'année dernière, en fait, c'est des nichoirs qui ont été posés à l'homme le long de la Deule. En fait, et là, vous voyez en haut, ce sont des nichoirs donc, qui ont été repeints de la même couleur que les briques, des nichoirs à martinet. Il y a 3 nichoirs là. Et à gauche, en bas, en fait, c'est un nichoir à chauve-souris. Enfin, voilà, une loge de chauve-souris. Un abri à chauve-souris qui a été posé là et qui est intégré dans le bâtiment. Ben, il y en a pas, il y en a plusieurs qui ont été montés. J'ai pris une photo comme ça, mais ici, c'est à Hasbrook, en fait. On est allé ce matin justement revérifier si les nids étaient toujours OK. C'est là, il y avait en fait 39 sur 5 bâtiments, en fait, au quartier Pasteur à Hasbrook. On a monté, il y avait 39 nids d'hirondelles. Et donc, il fallait, là, ils refaisaient les façades pour l'isolation thermique. Donc là, ils ont quasiment terminé. On a vu ça ce matin. Et il n'y avait pas possibilité de mettre les nichoirs. En fait, on a vu ça avec les architectes. Impossible de mettre les nichoirs à hirondelles de fenêtre sur la façade. Donc, en fait, on est allé sur le haut des bâtiments, sur les toits des bâtiments. Donc, c'est au 5e étage. On est sur les toits, là. Et en fait, on a installé des abris qu'on a mis pour protéger les les nichoirs d'hirondelles qui sont là, vous les voyez, en double, hein. Ils sont à chaque fois en double. Donc, il y a aussi, on a installé enfin, là, des bacs à boue. Enfin, là, c'est pas vraiment ce que vous voyez là parce qu'on a revu euh, le bac qui est installé en plastique, on l'a revu, en fait, on l'a raccourci, etc. Donc, il y a de la boue qui peut être humidifiée. Et on a posé 78 chars sur 4 bâtiments, en fait, parce que le 5e bâtiment, lui, il va être démoli. Donc là, aujourd'hui, on a vu, il n'était toujours pas démoli. Donc, ce qui fait, c'est que les hirondelles, l'année dernière, n'ont pas utilisé ces nichoirs parce qu'elles vont sur le bâtiment qui n'est pas démoli encore. Donc, elles vont là et sur un autre bâtiment qui se trouve à 200 mètres, qui est à, ouais, 200 mètres. Et là, il y a une recrudescence l'année dernière de nids qui ont été mis là. Donc,
Je pense que ces nichoirs qui ont été posés là ne serviront à rien. Les hirondelles n'iront jamais. Enfin, on verra bien, mais c'était l'un de nos plus gros chantiers qu'on avait démarré. Maintenant, on a pris de l'expérience et pour les suivants, en fait, on n'a plus utilisé du tout cette façon de faire. Donc voilà, c'est toujours. Ben, vous voyez là en bas, c'est le bac à boue. Enfin là, il y a la terre, mais on l'a pas encore humidifié. Mais donc on a raccourci le, le bac et puis on l'a coupé en deux en fait. Et puis voilà, il est tenu en fait par un bloc de béton pour empêcher qu'il s'envole par les jours de grand vent. Donc là, il y a des supports en fait, il n'y a pas de nid dedans pour justement pour que les hirondelles puissent faire des nids naturels. Alors après, on avait aussi, ça fait 3 ans qu'on a un projet avec le département du Nord en fait qui s'appelle Retour des hirondelles à la ferme. Donc le but qui était fait avec ça, donc on a une subvention pour ça. C'était en fait sur les ENS. Les ENS, c'est les espaces naturels sensibles en fait, qui sont gérés par le département du Nord. Donc c'est des bois et puis c'est aussi des étangs qui sont gérés par le département du Nord. Donc c'est autour de ces espaces naturels sensibles, c'est d'aller voir dans les fermes et de faire des relevés, à faire des recensements et comptabiliser les nids d'hirondelles qui sont en fait habités et non habités. Donc ça, c'est dans les fermes, donc dans les communes en fait qui sont proches des naturels sensibles. Donc on a surtout travaillé, enfin on a travaillé en fait au départ la première année sur les monts des Flandres, sur la Pévèle, sur l'Avesnois, et puis sur aussi un peu enfin l'Audomarois, mais côté nord. Et en fait, normalement, ça devait être du côté, enfin pas loin de Dunkerque en fait. Et comme en fait on n'avait pas assez de bénévoles, c'était compliqué parce que c'est quasiment au départ il y avait que moi qui faisais les recensements. Donc après on a axé surtout sur la Pévèle et les Monts des Flandres. Donc Monts des Flandres c'est du côté de Bailleul, Saint-Jean-Cap-elle, Godvarvelde, enfin tous ces coins-là. Et puis après ben, la Pévèle c'est tout ce qui tourne autour de Templeuve, Fretin, Envelin, enfin, etc. Ce coin-là. Donc, en fait, il fallait faire ces recensements, proposer des nids artificiels aux agriculteurs pour mettre dans leurs fermes s'ils en voulaient. Bon, il y en a beaucoup qui n'en voulaient pas. C'était aussi proposer des animations scolaires euh, dans les, dans les collèges en fait qui sont proches de ces ENS. Donc, il y en a qui ont été faits à Condé-sur-Lascaux, à Watt, encore l'année dernière aussi. Donc ça, c'était fait par les animatrices scolaires. Et puis on a posé aussi des panneaux ici, on accueille les hirondelles pour que les personnes qui vont dans ces établissements, donc ça peut être des haras, c'est des fermes, etc., eh ben, que les gens puissent voir en fait que l'agriculteur, il est proche des hirondelles et il fait ce qu'il faut pour les hirondelles. Donc voilà ici le panneau, ici on accueille les hirondelles qui est posé en fait à certains endroits, à certaines fermes ou haras.